Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Ce projet est porté par le Conseil municipal des jeunes de Couzex et dans le cadre de la Semaine pour l'autisme, les jeunes du Conseil municipal ont quelques questions à poser à notre invité, Philippe Mazière. Bonjour les jeunes, est-ce que vous voulez vous présenter tout d'abord ? Allez-y. Je m'appelle Louis Rougier, je suis en classe de 5e 5 au collège Maurice Genevois et j'ai 13 ans. Bonjour, moi je m'appelle Isra Dermouz, j'ai 11 ans, je suis en 6e et au collège Maurice Genevois. Bonjour, je m'appelle Kyrian Boulard, j'ai 11 ans, je suis en 6e dans le collège Maurice Genevois et j'ai été élu conseiller municipal des jeunes, CMJ. Donc, moi, je suis Philippe Mazière, donc je pense que vous avez vu ma bio. Serial entrepreneur, comme certains disent, puisque j'ai créé plusieurs entreprises que je continue à diriger, puis président d'une école d'ingénieurs, président d'une association qui aide des chefs d'entreprise, ou plutôt des personnes qui vont devenir chefs d'entreprise, entre autres, et vice-président du réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme. Selon vous, qu'est-ce que la société comprend encore mal sur l'autisme ? Tout. La société, d'une manière générale, fonctionne sur des codes, les fameux codes sociaux. Par exemple, quand on se parle, on se regarde dans les yeux, c'est un des codes. Et bien ça, quelqu'un qui est atteint, qui a un trouble du spectre autistique, il n'en est pas capable. Non pas que c'est un lâche ou ce que les codes sociaux habituels peuvent dire, c'est juste que son schéma neuronal ne lui permet pas de le faire et d'être à l'aise en face de ça. Donc c'est un des exemples, mais il y a encore beaucoup trop de codes qui soient appris ou qu'ils soient inconscients, qui empêchent la société de faire de l'inclusion, en tout cas de ne pas faire de différence entre les personnes. Est-ce que certaines idées reçues sur l'autisme vous agacent ? Alors, aujourd'hui, je suis plus agacé. Le mot n'est pas agacé. Mais par rapport à l'idée, à ce que tu veux exprimer, oui. Oui, la première idée qui est un peu agaçante, c'est qu'on prend ça pour une maladie mentale. J'en ai pour preuve que quand quelqu'un est diagnostiqué, en général, il y a toujours quelqu'un de la famille qui dit « Ah, mais mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille n'est pas folle. » Fou ou folle. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas une maladie mentale, c'est un trouble cognitif. Oui, donc c'est un petit peu agaçant qu'aujourd'hui, en 2026, il y a encore une majorité de personnes qui pensent à ça. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire à leur niveau pour mieux comprendre ou soutenir les personnes autistes ? Tellement de choses. Mais il y a des actions concrètes. C'est déjà se poser des questions, ou poser la question à l'autre. Quand on voit qu'il a un comportement qui n'est pas celui que vous attendez, qui est attendu, quelqu'un qui se met à rire dans des situations un peu compliquées, je sais pas, il reçoit la correction d'un devoir, il a une mauvaise note et il éclate de rire. Je veux dire, mais c'est pas normal comme comportement. Et se poser la question, aller le voir pour lui dire, voilà, ça t'a angoissé, que tu aies cette note devant tout le monde. C'est d'être tolérant au regard des comportements un peu différents. À l'égard des comportements un peu différents. Oui, parce que ça exprime quelque chose, un comportement différent. Mais en école élémentaire, c'est très classique d'avoir un jeune autiste qui, dans un état de crise, va se rouler par terre. Enfin, un comportement ou limite violent. Et les adultes ou quelquefois, les copains ou copines ont cette tendance à vouloir les prendre dans les bras pour les rassurer. Il faut faire tout l'inverse. Il ne faut surtout pas le toucher, et ce qui ne supportera pas ça. Et vous, qui êtes encore aujourd'hui malléable en termes de codes sociaux, il ne faut pas vous mettre de barrières ou dire il faut faire ci, il faut faire ça parce qu'on m'a appris à faire ça. Et quand vous voyez un comportement un peu différent, c'est de dire ok, je comprends, moi aussi je suis différent, alors prends soin de moi, je prendrai soin de toi.
Pensez-vous que l'école ou les activités extrascolaires sont suffisamment exclusives pour les enfants autistes? Que pourrait-on améliorer? Oui, alors oui, c'est très exclusif même, sauf les activités seules. On est tout seul. Alors ça peut être de la peinture, de la course à pied, du vélo. Oui, là on est tout seul avec son sport ou son activité, et ça c'est pas exclusif. En revanche, tous les sports collectifs ou la musique quand on va être en groupe, pardon. Ça peut limiter l'intégration, l'inclusion des personnes autistes. Simplement parce que c'est encore une histoire de code et de regard sur l'autre. Voilà. C'est très compliqué pour une personne atteinte d'un TSA, enfin, qui a un trouble du spectre autistique, d'aller vers les autres et de s'exprimer, de se mettre en avant. Donc si on arrivait avec le réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme à sensibiliser suffisamment de personnes dans les villes pour leur faire comprendre qu'il y a des comportements à avoir et d'autres à ne pas avoir. C'est 2 jours de formation, donc je ne pourrais pas tout résumer ici, hein. Mais si on pouvait faire passer ça d'une manière beaucoup plus générale, beaucoup plus large, on aurait forcément gagné des choses. Et c'est bien vous, les jeunes, là, à votre âge, qui allez transporter ça. Vous allez continuer à grandir, vous allez en avoir autour de vous, vous allez les reconnaître à force, vous allez les flairer, hein, en disant tiens, lui il a un comportement bizarre, ça ne serait pas étonnant qu'il soit comme ça. Et vous allez les intégrer naturellement. Ce que des adultes, et plus ils sont âgés, plus ça va être difficile pour un adulte, d'aller intégrer des personnes qui ont des comportements différents. Parce que ça fait des années qu'ils sont comme ça. Donc, ouais, c'est très très important et intéressant que vous soyez aujourd'hui au cœur de cette inclusion. Et surtout dans ces activités périscolaires. Pensez-vous que parler ouvertement de sa neurodiversité aide à faire évoluer la société? Oui, sinon je ne serais pas devant vous. Parce que tel que vous me voyez, moi j'ai un trouble du neurodéveloppement qui s'appelle trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voilà. Alors c'est pas un autisme, mais il y a des critères communs avec l'autisme. Et mon expérience, c'est que chaque fois que j'en ai parlé, dans des réunions, dans des conventions, dans des conférences, des séminaires, chaque fois que j'ai expliqué mon parcours et comment j'ai vécu mon parcours avec mon trouble du neurodéveloppement, il y a toujours systématiquement quelqu'un qui est venu et qui m'a dit « Waouh, ça m'a libéré de t'entendre parler de ce que tu es ». Donc oui. Mais après, il y a des personnes qui auront vraiment tellement d'efforts à faire pour aller parler d'elles, de ce qu'elles sont, de leurs sentiments, plutôt de leurs ressentis. Ça leur demande tellement d'efforts qu'elles ne pourront pas le faire. Mais ceux qui peuvent, ils doivent, c'est devenu un devoir de le faire pour en libérer d'autres. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais ouais. Quelle initiative locale vous semble inspirante pour favoriser l'inclusion des personnes neurodivergentes? C'est une belle question. Alors, je peux parler de la mairie de Couzex, qui est quasiment aujourd'hui une ville labellisée, enfin en tout cas avec le titre de ville amicale pour l'autisme, parce qu'ils ont décidé de faire un état des lieux. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est là, nous? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose? Que se passe-t-il sur le territoire? Et à partir de cet état des lieux, se dire qu'est-ce que je veux pour ma ville demain, pour la commune en général, pour qu'elle soit plus inclusive. Alors, la question est vraiment pertinente parce que 80% des handicaps sont invisibles. Et il n'y a pas que la neurodiversité, il y a aussi des personnes qui sont sourdes. On peut parler des femmes qui ont de l'endométriose, c'est aussi un handicap invisible. Donc 80% des handicaps étant invisibles, avoir une ville comme Couzex qui dit moi je vais prendre soin de ces gens-là, de ces personnes-là, d'abord un état des lieux, ensuite où est-ce que je veux amener ma ville à horizon de 2, 3, 4, 5 ans, enfin peu importe, et quels sont les moyens dont je vais me doter pour arriver à cet objectif. Ça, c'est magique.
C'est magique parce que on fait bouger les mentalités, on fait bouger l'éducation de tout le monde, en commençant par la vôtre, éducation. Alors, évidemment, hein, quand vous aurez 10 ans de plus, on aura fait tellement de pas parce que vous serez là, parce que vous aurez été sensibilisé dès 10, 11, 12, 13 ans, vous serez sensible, vous allez porter ce message-là demain. Quel message aimeriez-vous faire passer aux personnes neurotypiques qui nous regardent? Mais qui ne sont pas si neurotypiques que ça. Hein. Il suffit qu'ils réfléchissent un petit peu sur leurs propres difficultés, ils veulent bien se regarder en face et ils ont plein de problèmes. Sauf qu'ils passent au-delà de ça et puis ça devient des névroses au fil du temps. Et il y en a qui vont aller voir des psychologues ou des psychiatres pour passer au-delà de leurs difficultés. D'autres qui vont vivre avec et être malheureux jusqu'au bout. Mais ils ont tous quelque chose qui les embête. Voilà, il y a quelques années, je me suis retrouvé en face d'une salle et à devoir parler de troubles du neurodéveloppement, alors qu'il y avait déjà plein d'autres personnes qui en avaient parlé avant moi. Et je leur ai dit, voilà, vous pensez que je suis normal, mais en fait, je suis susceptible. Et c'est un vrai problème au quotidien de ne pas me vexer quand on me parle. Voilà. Et bien ça, c'est un handicap aussi. Donc les personnes dites neurotypiques, ça n'existe pas. Elles ont quelque chose. Sauf qu'elles l'étouffent. Et il y a d'autres personnes, entre autres les personnes avec un trouble du neurodéveloppement, qui, elles, n'arrivent pas à étouffer ce problème cognitif. Voilà. Mais si chacun fait un pas l'un vers l'autre, pas forcément du jour au lendemain claquer des doigts et dire ça y est, j'accepte tous les handicaps, j'accepte toutes les différences. Ça se fait pas comme ça. C'est une transformation qui est forcément lente. Hein. On accepte un truc, puis un autre, puis un autre. Et le temps passe et finalement on se rend compte qu'on est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert. Et en fait, si on veut bien regarder jusqu'au bout, on est beaucoup plus tranquille et décontracté aussi, beaucoup plus ouvert aux autres. Là aussi, j'espère que j'ai répondu à ta question. Comment, selon vous, les médias et les réseaux sociaux influencent-ils le regard sur l'autisme? Alors c'est en train de changer, hein, les médias et les réseaux sociaux sont en train d'évoluer positivement. Les journaux ne sont finalement au bout d'un certain temps que le reflet de vos mentalités à vous et de plus en plus, voilà, dans le temps, vos mentalités, parce qu'ils ont besoin de vendre et d'exister. Donc ils vont naturellement être de plus en plus ouverts et tolérants. De plus en plus, la culture, l'acculturation, que des organisations, des associations comme le réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme, alors je les cite parce que j'en suis le vice-président, mais il y en a plein d'autres qui existent comme ça, et qui portent un message et sur les réseaux sociaux comme dans les médias d'une manière générale, et qui vont porter un message de plus en plus tolérant. C'est même plus de la tolérance, parce qu'au bout d'un certain temps, on n'y pense même plus. Moi, aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un qui est en fauteuil roulant sans me rendre compte qu'il est en fauteuil roulant. Et j'ai un exemple très concret avec ça. Donc, un ami qui est en fauteuil, qui un jour me demande de déplacer des chaises pour venir à table avec nous. Et pendant que j'enlève les chaises, parce que j'ai fait complètement naturellement, je ne me suis pas dit, tiens, je vais lui faciliter la vie en lui enlevant les chaises. Pendant que j'étais en train de faire ça, il y a quelqu'un qui lui parle. Et puis voilà, il parlait. Alors, moi, je tenais des chaises. Je dis, allez, roule. Ouais, et alors où est le problème de lui dire, allez, roule? Il n'est pas sur ses jambes, il est sur un fauteuil. Lui, il a éclaté de rire. Hein. Il a roulé, il s'est mis à table. En fait, ce sont les gens debout, normaux, qui m'ont agressé en me disant, mais tu te rends compte de ce que tu lui as dit? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, on ne s'en rendra même pas compte. Enfin, j'espère qu'on va arriver à un moment où on ne se rendra même plus compte que ces personnes ont une différence. Parce que nous aussi, on en a une aussi. Puis voilà, ça sera même pas de la tolérance. On ne s'en rendra pas compte. C'est un vœu pieux. Y a-t-il des métiers ou des activités où les personnes autistes ont des forces particulières que l'on pourrait mieux valoriser? Oui, mais ces forces-là, tout le monde en a. Ça s'appelle de la compétence. Mais tout le monde a des compétences. Et si on parle de personnes qui ont un TSA, il y a des choses qui les rassurent. Les mathématiques les rassurent.
Donc on les retrouve dans les métiers de la comptabilité, par exemple, mais on les retrouve beaucoup dans les métiers de l'informatique. Parce que c'est binaire. Ils savent se raccrocher à des choses. On les retrouve beaucoup moins dans les sciences molles. Il y a finalement assez peu d'autistes que l'on va retrouver à Sciences Po, alors qu'on va les retrouver dans des écoles d'ingénieurs ou dans des formations très scientifiques. L'astrophysique, par exemple, la biologie, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des lieux où vous vous sentez particulièrement à l'aise ou au contraire pas du tout? Oui, il y a un lieu dans lequel je me sens particulièrement bien. C'est ma voiture, mais à condition que j'y sois tout seul. C'est un cocon. C'est mon cocon. Là, c'est l'endroit où je me sens protégé, où les autres ne me voient pas, où je peux me laisser aller. C'est reposant. Et d'une manière plus globale, les personnes autistes, on dit que l'autisme n'existe plus chez ces personnes-là quand elles sont fermées dans leur chambre. Il n'y a plus de problème pour elles sont tranquilles, c'est détendues, reposées, elles se sentent bien. Alors que quand elles sont à l'extérieur, elles sont sans arrêt agressées par la lumière, agressées par les sons, agressées par le regard des autres, par les expressions des autres. Mais quand on est seul quelque part, cocon, on se sent bien. Est-ce que c'est toujours facile de s'occuper d'un enfant autiste? Non, mais c'est vrai aussi pour les normopensants ou les normotypiques, encore une fois, si ça existe, parce qu'on est sur de l'humain et que l'humain est changeant et que chaque agression provoque une réaction, mais pas la même, souvent les personnes. Donc, moi je peux arriver à la maison et être très content de ma journée ou de quelque chose qui s'est passé, je suis super heureux, enthousiaste, très démonstratif, et avoir ma fille en face de moi qui, elle, est dans un de ses mauvais jours, le jour où elle retourne sa pieuvre avec la pieuvre qui pleure, et pour dire laissez-moi tranquille, j'ai pas vu sa pieuvre, j'arrive, je suis enthousiaste, je bouge, je fais du bruit et ça va pas du tout. Et à l'inverse, elle peut être dans un bon moment où moi je suis pas dans un bon moment et ça va l'agresser aussi. Et ça va provoquer des réactions de souffrance, chez elle et chez moi. C'est difficile parce qu'on ne peut pas prévoir les changements d'état. Et c'est vrai chez tout le monde, sauf que ils sont exacerbés, c'est peut-être pas le mot, mais si, ils sont exacerbés chez les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Tout est vécu beaucoup plus fort. Voilà, donc ça devient difficile, mais c'est l'interaction entre nous tous qui est difficile, d'autant plus quand on n'a pas cette culture de la neurodiversité et qu'on ne sait pas comment agir. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, un enfant très très jeune qui fait une crise, qui se roule par terre, le premier réflexe de l'institutrice, c'est d'aller le prendre dans ses bras pour le consoler. Surtout pas. Donc c'est difficile. On aimerait vous remercier, monsieur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et moi, je peux vous en poser des questions? Qu'est-ce que vous allez faire de ce que je viens de vous dire? Moi, particulièrement, je vais essayer d'en parler avec mes amis, avec ma classe. On peut essayer de mettre des choses en place aussi pour essayer de les aider. Moi, je vais être plus attentive peut-être sur des amis qui ont aussi un trouble autistique et surtout sensibiliser la plupart des gens du collège. Ne vous limitez pas au collège, parce que vous, encore une fois, vous êtes globalement, à votre âge, vous êtes encore assez malléable et ouvert. Donc parlez-en aux adultes aussi. Moi, vu que je suis déléguée en 6e, je vais peut-être demander à ma prof principale de faire de sensibiliser les autres personnes de la classe. Merci. Alors, j'aimerais attirer votre attention aussi sur tous ceux qui ont un trouble du neurodéveloppement n'ont pas forcément un diagnostic. Donc il y a ceux où on sait qu'ils sont autistes parce qu'ils ont un diagnostic, mais il y a ceux qui ont un comportement pas commun, pas courant, qui ont peut-être quelque chose, mais ils ne sont pas diagnostiqués, donc on ne dit pas tiens lui il est autiste, donc
C'est vraiment de vivre ensemble, quoi. Vivre ensemble. On a tous des différences, voilà. Et si chacun veut bien accepter la différence de l'autre, ça va mieux, hein. Ça ira beaucoup mieux. Mais effectivement, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et c'est sympa de vous avoir ici et de savoir que vous allez faire le premier pas. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est une belle action que vous faites, voilà. Et merci à vous d'être venus et d'avoir participé à cette émission. Je vous en prie, merci.